Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'humanisation des soins avec Bénédicte Minguet. Bénédicte Minguet, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes docteur en psychologie et vous enseignez également à la faculté de psychologie de l'Université de Liège. Et depuis 25 ans, vous accompagnez une démarche d'humanisation des soins au groupe santé CHC de Liège. Dans la première émission, au terme de celle-ci, on a commencé un petit peu à parler de l'implication que ça avait pour les enfants. Donc, finalement, quels sont les bénéfices de cette humanisation des soins pour l'enfant qui rencontre votre service ? Bien, alors si nous plantons le contexte dans le milieu hospitalier, on peut dire donc que la charte, par exemple, des droits de l'enfant hospitalisé a exigé de l'hôpital qu'il puisse adapter son environnement au sens large, son environnement thérapeutique aux besoins de l'enfant. Alors quand on parle d'environnement, on va parler d'espace. En donnant un exemple, bien sûr, l'enfant va recevoir son traitement. S'il reste quelques jours à l'hôpital, il a besoin d'aller souffler quelque part. On va lui proposer d'aller à la salle de jeu. La salle de jeu est un endroit où l'enfant sait que jamais il n'y aura de soins prodigués parce qu'il a besoin de cet espace de sécurité où il peut se ressourcer, se retrouver, se rassembler, je dirais, pour pouvoir affronter le reste des soins. Ce qui veut dire que ces espaces, c'est aussi une forme d'hébergement psychique, on va dire, de l'expérience de la maladie. Et donc, cet univers va être pensé comme un système. Il y a la relation thérapeutique, mais aussi l'environnement thérapeutique qui va permettre à l'enfant de passer d'un espace à l'autre, d'un professionnel à l'autre, pour pouvoir s'appuyer sur chacun et faire face à cette situation exceptionnelle, toujours contrainte, qui va le contraindre à la séparation avec sa famille, avec ses camarades de classe, qui va le contraindre à une forme d'immobilisme, qui va l'empêcher peut-être de faire certaines découvertes d'apprentissage. Donc on va lui proposer alors de venir à l'école, à l'hôpital, qui est aussi un espace où il va pouvoir continuer son développement parallèlement au traitement à l'hôpital. Et on va voir de cette façon qu'on répond à l'ensemble des besoins pour ne pas que son développement soit altéré par la maladie qu'il est en train de vivre ou l'intervention chirurgicale qu'il est en train de vivre. Ainsi, on va d'une certaine façon éviter le traumatisme de l'hospitalisation des soins. Il faut bien dire que l'hospitalisation, les soins, c'est aussi la rencontre avec la douleur, c'est aussi la rencontre avec des soins invasifs. Et donc, il y a une nécessité pour l'enfant de pouvoir donc s'appuyer sur ces différents éléments pour dépasser, traverser ces situations et d'une certaine façon continuer alors son développement. Donc là, dans un premier temps, donc on a vraiment développé cet environnement thérapeutique. Et puis dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut comprendre aussi, et ça je vais prendre l'exemple, c'est l'exemple des soins palliatifs pédiatriques qui ont dû réfléchir à la question d'abord de la longue maladie qui s'étend sur quelques années et donc qui ont pu voir tout ce qui avait été mis en place et les effets sur le développement de l'enfant. Bien. Maintenant, la maladie grave, elle confronte aussi avec la mort, elle confronte donc à cette nécessité de passer d'une prise en charge curative à une prise en charge palliative, et ce moment de transition a éclairé tous les éléments qu'il était important de prendre en compte pour pouvoir faire en sorte que ce passage se fasse encore une fois sans traumatisme pour ceux qui restent notamment, donc pour les parents, pour la fratrie, pour les élèves de l'école, les camarades de l'école, encore une fois. Et donc ils ont développé vraiment une approche extrêmement complète de tous ces aspects de l'expérience que va traverser l'enfant, que ce soit la douleur, que ce soit la participation à des expériences cliniques, que ce soit la poursuite de la scolarité
scolarité, que ce soit le suivi des parents par après pour les aider à se relever de ce traumatisme de la perte de l'enfant, des frères et sœurs. Voilà. Et donc ce mouvement a vraiment éclairé de façon très large tous les besoins de l'enfant face à une situation extrême, dirons-nous. Et on s'appuie aujourd'hui sur cette expérience de longue durée pour pouvoir penser comment une courte durée aussi dans le passage à l'hôpital doit nous aider à rester vigilants à toute cette approche. Alors Bronfenbrenner dira que c'est une approche écologique de l'enfant qui passe à un moment donné par cette institution, et qui nous demande donc de rester vigilants et de chaque fois être attentifs professionnellement à chacune de ces dimensions, ce qui va augmenter aussi l'ensemble des professionnels, qui va diversifier l'ensemble des professionnels auprès de l'enfant. Il y a les psychologues, il y a les enseignants, il y a les médecins, il y a une diversité de spécialistes, il y a les infirmières, et qui vont devoir d'une certaine façon aussi travailler à leur cohérence pour que cette enveloppe de prise en charge soit bien perçue, soit sécurisée par l'enfant, et qu'elle permette aussi ces allers-retours entre le domicile et l'hôpital. Car la maladie ne se soigne pas toujours à la sortie, enfin n'est pas nécessairement soignée à la sortie de l'hôpital, elle est prise en charge, mais quelquefois elle se poursuit. Et donc il y a tous ces allers-retours aussi, toutes ces transitions, de faire comprendre comment l'impact de la maladie peut avoir des répercussions sur le réseau social de l'enfant. Donc il y a toutes ces transitions qui sont à envisager. Dès lors, l'environnement thérapeutique va s'élargir aussi à l'environnement scolaire, qui est très important, un appui très important pour l'enfant, et tout ce qui va concerner aussi les soins culturels, qui, lorsque l'on parle de l'adolescent, notamment à l'hôpital, est un élément extrêmement important, puisque c'est la base de la socialisation, de l'expression, et donc ces éléments-là aussi doivent entrer à l'hôpital, bousculer un peu les murs d'une certaine façon pour faire reconnaître quelles sont les spécificités des enfants et des adolescents à l'hôpital. Alors un autre droit qui a vraiment fait évoluer aussi l'expérience subjective du passage à l'hôpital, c'est le droit à l'information. Donc il fait partie aussi de la Charte des droits de l'enfant, droit à l'information sur ce qui concerne les décisions qui concernent évidemment l'enfant. Alors on ne va pas lui demander de décider d'un traitement ou d'un autre, mais on va plutôt proposer de participer aux conditions de ce traitement ou de cet examen. Alors à la suite de la thèse, justement, on a mis en place, enfin j'ai mis en place ce qu'on va appeler la clinique en jeu, qui est un espace, encore une fois, à l'intérieur de l'hôpital où on va proposer à l'enfant de pouvoir prendre son temps à son rythme par rapport à l'intégration des informations qui sont totalement nouvelles pour lui, que ce soit un enfant qui vient à l'hôpital doit faire face à l'inconnu des lieux, des gestes, des personnes, du langage médical, des conditions de passation, comme vous le verrez d'ailleurs sur la photo qui est ici en bas de l'écran. Et donc on va permettre à l'enfant, à son rythme, dans ce mini-hôpital, dirons-nous, de pouvoir intégrer toutes ces informations, même si l'enfant est très jeune, même si l'enfant est en difficulté, même si l'enfant présente des déficiences neurologiques par exemple, il y a vraiment moyen d'aider les enfants à intégrer cette information. Alors, si on agit de cette façon-là et de façon systématique, pas une fois de temps en temps, il y a une dimension démocratique, je dirais, dans cette approche-là, si de façon systématique on propose aux enfants d'être préparés, ils peuvent au bout du compte faire bouger les lignes. C'est-à-dire que les pratiques soignantes peuvent évoluer. Par exemple,
En radiologie, les études scientifiques montrent demandent, exigent en tout cas qu'en dessous de 6 ans, les enfants qui passent une IRM soient anesthésiés, de façon reçoivent une anesthésie générale, et bien en préparant les enfants, mais en prenant le temps, c'est-à-dire pas au moment même du soin, mais en donnant un rendez-vous à l'enfant avant l'intervention ou le soin, eh bien il y a moyen de faire en sorte que l'enfant coopère de façon adaptée, collaborative, pour faire en sorte qu'il puisse passer une IRM sans bouger et donc répondre aux exigences de qualité d'une image, mais sans avoir cette anesthésie générale. Donc c'est parce qu'on a reconnu le droit de l'enfant qu'on a donné les moyens aussi de pouvoir répondre à son rythme d'intégration de l'information, qu'on va pouvoir faire bouger les pratiques. Donc c'est intéressant de voir comment cette reconnaissance et cet appui sur les capacités de l'enfant, non seulement ses ressources au moment même, mais la façon dont on va l'aider à se capaciter face à ces situations, eh bien, font bouger les lignes de pratiques soignantes adultes. Bénédicte Meminguet, merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.